Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, vidéo qui sera en deux parties. On va s'occuper de la restauration du Alienware que j'ai reçu dans un précédent colis d'abonnés. Donc dans cette vidéo, on va remplacer la dalle d'écran, le clavier rétroéclairé et la batterie que je vais au passage remplacer par une batterie de plus haute capacité qu'à l'origine. Et dans la prochaine vidéo, on fera le remplacement du cadre de la dalle d'écran parce que le cadre est complètement cassé malheureusement pendant le transport. Et on fera également la coque du dessous, ainsi que le SSD actuel qui n'est pas extraordinaire, par un SSD beaucoup plus performant et qualitatif et moderne. C'est parti. Donc comme je le disais, le cadre qui entoure l'écran est bien abîmé. Il est arrivé malheureusement en petits morceaux. Voilà. Vous voyez en fait, normalement c'est un cadre complet. Et là malheureusement quand moi je l'ai réceptionné, le cadre avait pris cher et la dalle avec. Donc c'est pour ça qu'on va le remplacer. Donc voilà, tout simplement du déclipsage sur ce modèle. Sur certains autres types d'écrans, on aura une petite vis ou deux cachée sous un patin, en général à ce niveau-là, ou à ce niveau-ci. Et une fois qu'on a enlevé le cadre, on accède directement aux fixations de la dalle. Donc là, je vais simplement enlever les petites vis qui maintiennent la dalle. On manipule la dalle tout en douceur et ensuite on va devoir retirer la nappe. Alors attention parce que cette nappe qui est là, je vais vous le mettre en gros plan, il y a une subtilité, il faut faire très attention. Elle a un petit loquet de verrouillage, une espèce de petite barre métallique toute fine. Il faut surtout pas oublier de la lever parce que si on oubliait de la lever et qu'on tire sur la nappe en l'ayant oublié, on arrache le fil et le connecteur il reste dedans. Alors il y a deux solutions, soit vous le faites avec votre ongle, comme ceci, soit vous le faites avec un petit outil en plastique pour éviter tous les courts-circuits. Voilà. Et une fois que c'est libéré, on peut gentiment venir tirer sur la nappe et ça se décroche tout seul. On déballe l'écran qui est tout neuf. La vache, ils ont été sérieux sur la quantité de papier bulle. Il y en a un paquet. Donc là, comme on peut le voir, on a l'ancienne dalle qui est bien abîmée, surtout à ce niveau-là, elle est un petit peu usée, et qui est d'ailleurs une dalle mate. Et quand on regarde le nouvel écran, là, on est sur une dalle brillante, c'est la même normalement, on va regarder. Il faut bien vérifier ici les connecteurs. Parce que les connecteurs, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. On peut avoir un connecteur légèrement différent, un placement légèrement différent, etc. Donc quand on veut être sûr de la dalle d'écran qu'on achète, ce qu'il faut faire attention, c'est donc... Bon là pour le coup, il y avait un modèle en mat, un modèle en brillant. C'était bien inscrit sur le net qu'ils allaient mettre en fonction de ce qu'ils avaient en stock. Donc pour remplacer sa dalle d'écran, il suffit dans un premier temps de la retirer, ensuite de taper les codes qui sont inscrits au dos de la dalle, donc sur la petite étiquette qu'on va voir juste ici. Vous en aurez toujours une similaire sur votre dalle d'écran. Vous tapez l'un de ces codes-là sur un magasin web genre Amazon, etc., etc. Et normalement, vous allez trouver votre bonheur. Alors bien sûr, c'est totalement logique, plus la dalle est grande, plus elle coûtera cher. Pour éviter de se tromper, bien regarder cette référence et bien aussi faire attention, comme je le disais, au placement du connecteur, au nombre de broches, quitte à utiliser une loupe pour bien compter les petites broches, parce que des fois on peut se faire avoir. Ensuite, faire attention, comme on l'a vu, si on veut plutôt une dalle mate ou plutôt une dalle brillante. Et sur certains objets comme ça, très fragiles, je préfère passer par Amazon, parce que je me dis que si jamais dans le transport il y a eu un couac, au moins je pourrais me faire rembourser. Si j'étais passé sur une plateforme comme par exemple AliExpress, alors oui, peut-être que j'aurais eu possibilité de me faire rembourser, mais ça aurait été peut-être plus compliqué. Donc les connecteurs, c'est bon. Le placement, on est OK. On aura, comme on le voit ici, une petite languette pour retirer le film de protection. Donc ça, on le fera au dernier moment, juste avant de remettre le cadre. Et pour terminer ce que je voulais dire, donc... Si vous avez votre écran à remplacer, comment on fait? Dans un premier temps, on retire le cadre comme je l'ai fait. Alors je vous montrerai la prochaine fois une petite variante beaucoup plus commune, parce qu'ici,
l'écran est simplement, enfin la dalle est simplement tenue par deux vis en haut, deux vis en bas. Mais en règle générale, sur les PC portables, on va souvent retrouver des barres ici de chaque côté qui sont reliées directement aux charnières. En règle générale, hein, c'est pas une obligation, on aura souvent une vis ici, ici, là et là. Après, ça dépend du constructeur, mais en général, c'est ou bien on retrouve des fixations comme ça aux quatre coins, ou bien on en retrouve, voilà, comme je disais, sur les deux de ce côté-là, deux de ce côté-là. Et donc, quand vous avez vos réglettes qui sont là, vous dévissez les vis aux quatre endroits là. Donc ensuite, vous pouvez retirer gentiment votre dalle. Et dans certains vieux écrans, on a ce qu'on appelle l'inverteur. C'est un espèce de petit rectangle vert en général avec deux connecteurs de chaque côté. Et cet inverteur, c'est lui qui va gérer l'alimentation de la dalle, au niveau rétroéclairage notamment. Et sur ces modèles-là, on pourrait considérer que l'inverteur, il est entre guillemets, il est en dessous, il est à l'intérieur. Donc en fait, les dalles modernes comme celle-ci sont beaucoup plus compactes. Les anciens modèles, les vieux modèles, on avait l'inverteur qui était juste en dessous, qui était en général clipsé sur la partie basse du cadre. Là, on est sur du moderne, c'est plus compact, tout est intégré, et puis en plus, on est sur du LED. On va remonter la dalle, exactement comme on a fait auparavant. Donc, on replace la nappe et on n'oublie pas de remettre le petit système de verrouillage. Je repose la dalle mais sans la fixer pour pouvoir d'abord l'essayer et m'assurer qu'elle n'ait pas eu de problème lors du transport. Parce que ça, malheureusement, ça peut arriver. Eh ben, c'est parfait. La dalle fonctionne nickel. Donc maintenant, je vais revisser la dalle. Et replacer le cadre. Tout du moins, ce qu'il en reste. Maintenant, je m'attaque au remplacement du clavier. Pour ça, je suis obligé de retirer intégralement la carte mère et tout ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire le Ventirad, etc. Donc, pour rappel, Ventirad, c'est l'association de deux mots, ventilateur plus radiateur. Donc, je dois en retirer tous les connecteurs, etc. J'ai bien accéléré la cadence parce qu'il y en avait un paquet. Donc là, on a le nouveau clavier qui est tout neuf. Alors, je vous explique même pas la quantité de vis qu'il y avait sur le clavier. Là, je vous ai grave accéléré les choses, mais sans déconner, il y en avait un paquet. Alors, sur ce clavier neuf que j'ai reçu, il a fallu que je replie les nappes de la même façon qu'à l'origine. Et je vous cache pas que dans ce genre de situation, plier des nappes, j'étais vraiment pas serein parce qu'en général, les nappes, c'est ultra fragile. Alors là, il s'avère que c'est des nappes qui sont littéralement conçues pour être pliées parce que, comme on le voit bien juste ici, il y a typiquement des tracés pour indiquer, en fonction du modèle ou ce genre de choses, où est-ce qu'on doit faire sa pliure. Donc ensuite, je passe un bon petit coup de pinceau partout sur le châssis tant que j'y suis. Je replace le nouveau clavier et sincèrement, comme je vous disais, j'ai accéléré à fond parce que je n'avais jamais vu autant de vis et de supports pour un simple clavier. Et le fait de devoir démonter toute la carte mère pour remplacer seulement un clavier, croyez-moi, c'est peut-être la première fois que je vois ça. En général, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Donc ensuite, je replace volontairement la batterie d'origine HS pour vous montrer un petit truc. À l'origine, on a une batterie un peu plus petite et un emplacement pour mettre un SSD SATA. Et en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'il existait une batterie de plus haute capacité, mais ça obligeait à retirer le SSD SATA. Alors c'est pas très grave puisque comme on le voit, on a deux emplacements pour des SSD de type M2. Actuellement, il existe deux catégories de SSD. On a les SSD SATA, donc qui sont au format 2,5 pouces, donc format disque dur de PC portable. Et on a également les SSD de type M2. Alors, quelle est la différence entre les deux? Déjà, la modernité, bien sûr. Le M2 est plus moderne, mais c'est surtout que le M2 passe non plus par ce que je vais appeler une route, donc non plus par la route SATA, qui est bridée à environ 500 mégaoctets par seconde, 550 et des brouettes. Là, on passe sur des SSD de type M2 qui passent par une route PCI Express. Et alors, je simplifie volontairement en vous disant des routes, mais c'est pour que tout le monde puisse bien comprendre.
L'avantage du PCI Express, c'est que c'est beaucoup plus rapide, donc ça va me permettre d'avoir une batterie de plus haute capacité, retirer un SSD un peu plus lent et le remplacer par un SSD nettement plus rapide. Donc à l'origine 60 Wh et là on va passer sur du 90 Wh, donc c'est quand même largement plus intéressant. Donc ça va lui faire un petit boost d'autonomie. Comme d'habitude, avant de remonter le tout, je m'assure que ça fonctionne correctement. Donc j'allume et je vérifie que tout se passe bien, que l'autonomie est relativement bonne. Et ensuite, je vais faire un cycle de charge complet. Donc une fois que c'est vérifié, que tout fonctionne correctement, là, je vais pouvoir terminer le remontage. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur le fait que je sois passé par Amazon. Typiquement, sur la batterie, j'ai eu un souci et j'ai été bien content de pouvoir renvoyer la batterie. Je vous montre un petit peu la photo de la première batterie haute capacité que j'ai reçue pour aller avec le Alienware. Quand j'ai ouvert le carton, je vous cache pas, mauvaise surprise, il s'avère que la batterie était complètement gonflée. Donc quand c'est comme ça, vous cherchez même pas à comprendre, vous la renvoyez automatiquement à l'expéditeur si vous le pouvez, bien entendu, parce que une batterie gonflée, c'est une batterie HS. Surtout ces batteries-là qui sont en plus de ça relativement fragiles et qui ont une durée de vie relativement courte. Et en plus, au prix que coûte une batterie comme ça, ce serait dommage de laisser tomber et d'avoir une batterie qui est déjà un peu fatiguée. Donc bien entendu, je l'ai renvoyée et la deuxième fois, j'ai fait une bonne pioche. Alors, dans ce cas précis, je ne jette la pierre sur personne. Ça peut être différents facteurs. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être très bien un problème qui a été lié au stockage, un problème qui a été lié à la température. Ça peut être des tas et des tas de paramètres divers et variés. Donc, vraiment, là, je ne jette la pierre à personne. Mais typiquement, c'est ce que je vous disais. Essayez, dans ce genre de situation, de passer par des plateformes où le retour est autorisé. Et je peux vous dire que j'étais bien content de pouvoir la renvoyer. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Donc prochainement, c'est-à-dire d'ici peut-être quelques mois, on pourra faire la deuxième partie où, comme je disais, je vous montrerai pourquoi je remplace le capot du dessous, etc., etc. Bref, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, etc., etc. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!